souhaiter la bienvenue à l'occasion de ce 8 mai dans notre hôtel de ville. Je ne suis pas persuadé que tout le monde entende bien dans le fond, c'est pour ça. Parce que nous avons changé de sono. Voilà, donc permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cet hôtel de ville d'Avranches que vous connaissez bien, à l'occasion de ce 8 mai. Alors permettez-moi de saluer en votre nom à tous et au nom du conseil municipal d'Avranches, notre sous-préfet Gilles Trémont, qui est toujours très présent à nos cérémonies patriotiques. Saluer aussi alors les parlementaires ou leurs représentants, en l'occurrence Philippe Bas, donc sénateur de la Manche, qui est présent à nos côtés aujourd'hui. J'excuse Béatrice Gosselin, sénatrice de la Manche, absente mais représentée par Olivier Noquet, son assistant parlementaire. Également Bertrand Sor, absent excusé, mais qui est représenté par Sandrine Poulet, son assistante parlementaire. Je salue également tous les collègues élus qui sont présents en nombre autour de moi aujourd'hui, élus municipaux. Je vois Marie-Claire Rivière-d'Aillancourt, maire du Val-Saint-Père. Je sais qu'il y a d'autres maires de communes autour d'Avranches qui sont présentes. Je salue bien évidemment les autorités de gendarmerie, donc le lieutenant-colonel Regnault qui est présent parmi nous aujourd'hui. Non, commandant, pardon, excusez-moi, je vais trop vite en besogne. Alors, on a un problème avec la sono, désolé. Peut-être qu'il faut la déplacer tout simplement, parce que là ça fait du harcèlement. Donc, excusez-moi, commandant, je vous ai donné un galon trop vite, mais aussi le lieutenant Quentin, donc de la brigade territoriale autonome. Je salue les représentants des associations patriotiques, donc CATM, UNC, mais aussi le Souvenir français qui est toujours représenté par Guy et son épouse. Je salue les sapeurs-pompiers également qui sont là, c'est le lieutenant Limouni et le capitaine Essuela qui sont parmi nous ce matin, comme toujours. Saluer l'ensemble des représentants d'associations également qui sont parmi nous ce matin. Alors c'est un 1er mai, alors je ne sais pas si Mme Gagliazzo, la directrice de l'école communale Pierre-Mendès France, est présente, puisque j'aurais aimé la saluer également, et surtout la remercier pour la présence des enfants ce matin qui ont chanté la Marseillaise devant notre monument aux morts. Voilà. Et bien évidemment, en saluant les patrons des associations patriotiques, je salue leurs porte-drapeaux, jeunes et moins jeunes, qui sont toujours aussi nombreux à nos cérémonies. Donc ce matin, en effet, nous commémorons ce 8 mai 1945, qui sonnait la fin du deuxième conflit mondial en Europe. Et si on fait un bond dans le temps, si on se replonge dans le climat de l'année 1939, c'est-à-dire aux prémices de ce deuxième conflit mondial, peu de monde en Europe était en mesure de prédire la brutalité du conflit dont nous célébrons en ce jour l'issue 6 ans plus tard. En 1939, il était inimaginable de porter collectivement le deuil de 52 millions de victimes auxquelles nous rendons traditionnellement hommage en ce jour, dans nos hôtels de ville, partout en France, en célébrant la fin des combats et de l'horreur, mais surtout en louant cette paix et cette liberté qui nous sont si chères. En 1939, il était en effet impossible d'imaginer les persécutions massives dont les populations civiles seraient victimes, hommes, femmes et enfants, parce qu'ils étaient juifs, tziganes, homosexuels ou opposants politiques à un régime totalitaire qui les aura traqués, raflés, déportés et exterminés. Les victimes civiles, encore, tombées lors des combats de conquête territoriale, occupées puis libérées. La Seconde Guerre mondiale fut la première dans l'histoire de l'humanité à causer autant de victimes de civils que militaires. Cette journée de recueillement national nous permet donc de marquer notre respect envers ces hommes et ces femmes qui ont combattu l'idéologie nazie en faveur de nos valeurs démocratiques et humanistes, mais aussi envers les soldats dont les noms sont gravés dans le marbre qui, aujourd'hui, décore ces monuments aux morts et ces personnes qui sacrifièrent leur vie pour la France, mais aussi envers les résistances qui firent le choix de la lutte et non de la soumission. Comme nous rendons hommage à tous ceux qui œuvrèrent dans l'anonymat pour développer des réseaux d'entraide et de solidarité dans l'attente de la fin de cette guerre. Depuis maintenant 8 ans, à l'occasion de cette allocution traditionnelle du 8 mai, que j'ai rédigée hier soir,
eh bien j'ai pris conscience de l'incroyable effort qui a été consenti pendant des années, depuis 1945, année après année, pour conserver vivante cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale. En effet, année après année, nous nous efforçons de maintenir vivante cette flamme, celle de la mémoire de ces hommes et de ces femmes, et de ceux qui avaient vécu la guerre chez nous, ici à Avranches, en France, mais aussi ici, chez nous, en Europe. Le souvenir de ces hommes et de ces femmes qui étaient tombés en soldats ou malheureusement victimes, civiles, prises dans les combats. Chaque année, nous commémorons avec cette date du 8 mai la fin des combats en Europe, l'alliance entre les peuples, l'engagement de chacun d'eux à maintenir une paix vivante. Une paix vivante qui repose aussi sur le respect et la souveraineté des peuples, la souveraineté de leur constitution, de leurs économies, de leur culture et surtout de leurs identités. Or, maintenant, en ce moment même, l'Europe est à nouveau en guerre. Alors que je vous parle, des soldats tombent sur le sol ukrainien, l'arme à la main. Des civils souffrent et meurent sous le coup des bombes, des obus et des tirs de mortier, ou sous les balles d'armes automatiques. En 2014, lors de mon premier discours du 8 mai, alors que la Crimée avait pourtant déjà été envahie, jamais je n'aurais pensé devoir rédiger une telle allocution. J'étais donc bien naïf, optimiste et confiant en l'avenir. Convaincu que l'idée même d'une guerre en Europe appartenait désormais à l'histoire, que la guerre en Europe demeurait un fait historique qui ne se reproduirait plus. Bien sûr, nous avions connu la guerre des Balkans, qui est le déchirement de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Une guerre civile qui causa beaucoup de morts et engendra un traumatisme profond au cœur de l'Europe. Mais après cette crise, un compromis avait été trouvé, non pas une paix parfaite, certes, mais un compromis gage de stabilité, d'une certaine stabilité. Bien sûr, le conflit armé en Syrie, aux portes de l'Europe, nous rappelait la fragilité de la diplomatie et notre impuissance à intervenir efficacement hors de nos frontières pour tenter de régler un conflit d'une rare complexité ayant causé le départ de plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Malgré cela, j'étais persuadé que nos commémorations républicaines, bienveillantes et nécessaires au maintien de la flamme du souvenir, suffiraient à exorciser et à maintenir la guerre hors de l'Europe, en veillant à ce que cette flamme de la transmission des valeurs issues de cette guerre éclaire le monde. Mais c'était sans compter sur les mécanismes ordinaires qui conduisent à la guerre. Et c'était sans considérer le fait qu'il subsistait à l'est de l'Europe les vestiges d'un totalitarisme soviétique issu d'une perception du monde restée profondément ancrée dans le passé et dans la haine de l'Occident, d'une vision teintée d'un nationalisme exacerbé, prompt à faire la guerre. Aujourd'hui donc, à l'occasion de ce 8 mai, je pense certes aux victimes de notre passé meurtrier européen, je pense à cette histoire et aux leçons que nous devrions en tirer. Mais aujourd'hui, plus que tout, je pense au peuple ukrainien. Je pense aux civils innocents, tués et assassinés. Je pense aux villes détruites. Je pense au patrimoine historique et culturel qu'il faudra reconstruire ou restaurer. Je pense aux usines effondrées et aux terres agricoles souillées par la guerre. Et je pense aussi à notre impuissance face à ce chaos qui menace à tout moment de se propager jusqu'à notre porte, à la folie des envahisseurs qui terrorisent l'humanité tout entière et défient les équilibres planétaires, les rendant particulièrement précaires et instables. Plus que jamais, j'en appelle à l'intelligence des chefs d'État et des gouvernements occidentaux pour trouver le chemin de la paix. Enfin, je voudrais remercier sincèrement à cette occasion les nombreux Avranchinais qui ont témoigné leur soutien au peuple ukrainien par des dons, des messages de sympathie et parfois un accueil bienveillant dans leur propre domicile, accueil de personnes aujourd'hui déracinées. Ainsi, notre ville se souvient et perpétue une tradition d'accueil des réfugiés de 1940, venus du nord de la France et fuyant la guerre, mais aussi de ses propres habitants sinistrés en 1944. Et j'ai une pensée reconnaissante et amicale pour nos amis de Saint-Gaudens, dans les Pyrénées,
qui, comme nous le faisons aujourd'hui et pour nos amis ukrainiens, avait su organiser des collectes et acheminer des biens de première nécessité aux habitants d'Avranches qui n'avaient plus rien. Ce sont ces aides spontanées, sincères et souvent modestes qui permettent de continuer à avoir confiance en l'humanité et qui donnent envie de croire encore en l'avenir de l'homme et de la paix. Je vous remercie de votre attention. Vive la République, vive la France, vive l'Ukraine et vive l'Europe. Monsieur le maire, monsieur le sénateur, madame, monsieur le représentant des parlementaires, mesdames et messieurs les élus, communautaires et municipaux, ceux d'Avranches, ceux des communes environnantes, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, du corps départemental des sapeurs-pompiers, de la police municipale, messieurs les présidents des associations patriotiques et d'anciens combattants, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les anciens combattants et leurs familles, mesdames, messieurs, chers amis. Que faisons-nous ici ? Que commémorons-nous aujourd'hui? Deux choses essentielles, je crois. La fin de la guerre en Europe et le début de la construction de l'unité européenne. Deux événements majeurs de notre histoire récente, les fondements, en réalité, du monde libre et apaisé dans lequel nous avons, les uns et les autres, ici, le bonheur de vivre et de prospérer. La commémoration de la fin de la guerre, c'est ce moment essentiel et formidablement nécessaire du souvenir de l'atrocité dans laquelle le monde s'est trouvé plongé, dès après la Première Guerre mondiale, au fil des années 30 surtout, jusqu'au paroxysme des années de conflit. La muséographie du mémorial de Caen, que nous connaissons bien ici, est à ce titre terriblement éclairante. Cette lente spirale qui commence en 1919 et qui descend progressivement et inexorablement au creux de l'abîme jusqu'à la bataille de France, et puis l'horreur. La commémoration de la fin de la guerre, c'est l'hommage rendu à celles et ceux qui ont perdu la vie pendant la nuit barbare de ces années terribles. Les soldats français, emportés dès les premiers jours, leurs frères et leurs sœurs de l'armée des ombres, résistantes et résistants, tués, fusillés, morts sous la torture ou en déportation, des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions, des adolescents et des adolescentes parfois. N'oublions jamais que c'est sur leur sang et avec l'honneur qu'ils ont sauvé que s'est assise la place de la France dans le concert des nations. Et puis les victimes civiles, et puis nos libérateurs, bien sûr, venus si jeunes et de si loin, donner leur vie pour notre liberté, et puis celles et ceux qui n'ont pas eu le choix, précipités dans l'enfer en raison de leur race ou de leur religion. Quelle ignominie. C'est sur leur dépouille, à toutes et à tous, sur leur sacrifice, sur les cendres encore chaudes de la vieille Europe, divisée et ravagée, que s'est élevée l'Europe apaisée, prospère et humaniste, au sein de laquelle nous vivons aujourd'hui. Ne l'oublions jamais et répétons-le chaque année. Et c'est donc cela que nous commémorons aussi, aujourd'hui et demain, le 9 mai ayant été officiellement désigné Journée de l'Europe, le choix du lendemain du 8 mai n'étant bien évidemment pas le fruit du hasard, mais relevant d'une symbolique extrêmement précise que cet enchaînement manifeste avec force. La commémoration de l'engagement résolu des peuples européens dans la construction d'un monde apaisé et raisonnable, une construction à laquelle la chute du rideau de fer et la fin de la guerre froide, c'était il y a longtemps déjà, semblaient avoir donné définitivement corps. Mais bientôt, la montée de nouveau des nationalismes en Europe, en Autriche, en Hongrie. Mais bientôt le délitement de l'union politique, administrative et économique. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la volonté de certains États membres de remettre en cause quelques-unes de nos règles communes les plus essentielles, voire de s'inscrire dans un mouvement identique de sortie. Mais bientôt, de nouveau, le bruit des canons. Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, le terrible déchirement de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, le Donbass, l'annexion de la Crimée plus récemment. Et aujourd'hui, à quelques centaines de kilomètres de chez nous, alors même que nous discutons ici de manière parfaitement urbaine, l'horreur de la guerre qui frappe l'Ukraine et sa population. La guerre, la vraie, en Europe. Le spectre soudain terriblement réel de l'avancée d'un envahisseur incontrôlable, les villes et les infrastructures détruites, les cultures agricoles ravagées, les populations déplacées, les morts, militaires et civils, les atrocités, la crise économique qui s'étend, et la terrible perspective d'une escalade et d'un enchaînement fatal. Alors que chaque année, ici comme ailleurs, nous n'avons de cesse de répéter que la paix bâtie par nos aïeux dès 1945 et entretenue depuis, vaille que vaille, est une construction fragile et qu'il serait fou de la croire perpétuelle, nous restons soudain muets.
Nul besoin de le dire, effectivement, aujourd'hui, cette fragilité de la paix, nous la constatons chaque matin, chaque midi et chaque soir devant nos journaux. La guerre, d'un côté, et de l'autre, la terrible difficulté du concert des nations d'enrayer cet enchaînement funeste. Et puis, parmi nos voisins, nos amis, nos parents, tandis que certains et certaines détournent les yeux, d'autres approuvent, encouragent. Et alors, mon Dieu, nous sommes étreints par cette prise de conscience extrêmement aiguë que oui, le pire, effectivement, est humain. Les initiatives solidaires, ici ou là, l'accueil des populations réfugiées, les mobilisations symboliques rassurent. Mais en amont, d'une manière plus pérenne, c'est bien le refus des idéologies nationalistes de tous bords qui compte. Le refus des fantasmes impérialistes, de ceux qui, là-bas, plongent l'Europe dans la guerre. Le refus des bas calculs de ceux qui, ici, les soutiennent en voulant nous isoler. Un refus que nous devons manifester dans la limite et dans la mesure de nos moyens, dans les conversations que nous tenons, dans les débats auxquels nous participons, par l'éducation que nous donnons à nos enfants. Un refus que nous pouvons et devons aussi manifester au travers des urnes. Ne soyons pas dupes. Vive la République, vive la France et vive l'Europe. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des autorités militaires, mon père, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif et les anciens combattants, mesdames, messieurs, vous l'avez fort justement expliqué, monsieur le maire, vous l'avez dit aussi, monsieur le conseiller départemental, ce 8 mai se déroule dans des circonstances bien particulières qui réveillent de manière plus aiguë que les précédentes cérémonies patriotiques l'angoisse de la guerre. Les sentiments que vous avez exprimés à l'égard de l'Ukraine ravagée par l'offensive militaire russe, ces sentiments pour ces millions d'Ukrainiens qui sont partis sur les routes, ces sentiments pour les victimes, les morts, ces sentiments pour tous ceux qui ont été frappés non seulement par la guerre, mais aussi par les crimes de guerre. Je sais que vous les partagez tous. Et l'élan de solidarité qui se manifeste dans notre pays montre à quel point on peut faire confiance à la générosité des Français. Nos concitoyens sont inquiets. Et quand on jette un regard sur le passé, on trouve beaucoup de raisons de l'être. Il faut aussi puiser dans l'observation de l'histoire et dans l'analyse du présent des raisons d'avoir confiance. Il est vrai que le 8 mai 1945, la guerre s'achevait en Europe, mais que la paix restait à construire. Nous avons vécu jusqu'en 1992 sur l'élan des accords de Yalta, qui ne constituaient pas un traité de paix. Les frontières en Europe n'étaient pas reconnues. Elles n'étaient pas inviolables ni intangibles. L'écroulement de l'Union soviétique a ouvert une ère nouvelle. Aujourd'hui, la démocratie, les libertés ne s'arrêtent plus à l'Allemagne de l'Ouest. Les démocraties populaires se sont écroulées. Le suffrage universel règne en maître jusqu'aux abords de la Russie. Et pourtant, l'instabilité qui apparaît à cause de la guerre en Ukraine nous fait penser que jamais la situation n'a été plus tendue
que depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur le maire, vous avez rappelé à l'instant la triste guerre civile qui a fait disparaître dans des convulsions terribles la Yougoslavie. C'était il y a seulement 30 ans. Je pense aujourd'hui que l'Europe montre beaucoup de maîtrise dans sa réaction à cette guerre extérieure qui a été provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine. Je pense que la fermeté de réaction, le caractère absolument sans précédent des sanctions qui ont été imposées à la Russie, l'importance aussi de l'aide humanitaire, le soutien militaire à ce peuple extraordinairement courageux que nous découvrons avec sa force d'âme, son caractère, sa détermination à résister à l'envahisseur, sont des éléments qui montrent que nous saurons, j'en suis convaincu, contenir ce conflit. Et je sais bien qu'en disant cela, je me hasarde à vous dire des choses que vous ne portez pas forcément au fond de votre cœur. Mais voyez comme les Russes sont impressionnés par cette unité que nous manifestons dans toute cette Europe aujourd'hui démocratique pour nous opposer à la politique du fait accompli. Je forme le vœu à l'occasion de ce 8 mai, puisque le 8 mai c'est la célébration de la paix et de la victoire, que cette paix nous sachions en retrouver ensemble les chemins, que nous sachions nous montrer efficaces dans les pressions hors du commun qui sont exercées sur la Russie et que nous puissions nous retrouver l'année prochaine dans ce même hôtel de ville avec une situation dans laquelle la diplomatie aura repris ses droits. Je crois que l'Europe, comme le disait le président Chirac et tous ceux de sa génération, c'est vraiment la paix. Et je crois que cette capacité de porter la paix jusqu'en Ukraine, nous l'avons conservée et nous saurons la rendre efficace. Je vous remercie. Monsieur le maire, monsieur le ministre, monsieur le représentant du conseil départemental, mesdames et messieurs, les anciens combattants et représentants des anciens combattants, les victimes de guerre, je ne vais pas, évidemment, vous avez compris, ce 8 mai est tout à fait spécial. Évidemment, j'approuve tous les propos qui ont été tenus. J'avais deux réflexions, éventuellement, qui venaient à l'esprit, qui étaient charpentées autour de deux citations. La première, c'est une qu'on attribue souvent à Winston Churchill, qui dit « Tout peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». La deuxième, c'est pas une citation, c'est une phrase qui m'a marqué. J'étais encore jeune à l'époque, mais c'était le dernier discours de François Mitterrand devant les Nations Unies avant qu'il quitte ses fonctions, et qui avait dit avec une solennité terrible devant tous les chefs d'État: le nationalisme, c'est la guerre. Voilà. Et aujourd'hui, je mesure à combien cette phrase résonne. Je parlais d'abord de la citation de Churchill, et je remercie, et je dois évidemment féliciter tous les anciens combattants, les associations d'anciens combattants, qui font vivre le travail de mémoire. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on voit comme régime totalitaire, un régime dictatorial, peut transformer, peut travestir, peut détourner la mémoire et l'histoire pour servir ses intérêts nationalistes. Il faut donc deux choses. Il faut ce travail de mémoire que vous faites, et je suis toujours très heureux à Branche de constater qu'on a même des jeunes porte-drapeaux qui contribuent à perpétuer, qui vont contribuer à perpétuer cette flamme en portant ces drapeaux qui ont toujours été là pour sauver la nation.
Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la lucidité et le courage de dire en France, nous sommes dans un pays en paix et démocratique. Nous sommes entre deux moments démocratiques forts qui ont l'air de rien pour nous parce que maintenant nous faisons partie tous d'une génération qui avons connu des élections libres, où la parole est libre, où surtout la pensée est libre. Mais faisons un petit pas de côté en disant, mais finalement en France, puis je regarde notre jeune amie ukrainienne qui est parmi nous, nous avons cette chance d'avoir en même temps ce travail de mémoire qui est fait remarquablement, et puis cette démocratie. Je mets de côté évidemment tous les débats politiques qui appartiennent aux politiciens et dont évidemment il ne m'appartient pas de me mêler. Mais j'aperçois cette démocratie, je vois qu'on peut parler librement, on peut avoir les opinions qu'on veut et on peut les défendre. Nous ne sommes ni dans une dictature, ni dans un pays totalitaire, mon père, Dieu merci. Savourons ça et surtout protégeons-le. Donc protégeons en même temps notre mémoire pour ne pas être condamnés à revivre notre passé. Surtout, j'allais dire, avant, chez en Normandie, où quand on voit des images de bombardement, on sait, vous savez, parce que je ne suis pas normand, mais vous savez dans votre chair ce que ça veut dire en termes de souffrance. Mais n'oublions pas aussi, encore une fois, de se féliciter de vivre dans une démocratie et conservons-la, surtout conservons-la, parce que si on n'a plus ça, ben on a des dérives auxquelles on assiste aujourd'hui sur le front. Ben oui, il y a à nouveau un front à l'est de l'Europe. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Profitons de ce moment encore une fois pour savourer ça, de vivre dans notre pays. Et quand je dis, je vais vous dire vive la France, ça veut dire quelque chose. Vive la France, vive la France, vive la République. Merci. Merci à tous. Monsieur le Président des CTM du canton d'Avranches, vous avez un... Monsieur le sous-préfet. Cher monsieur, vous savez bien qu'après toute une élection présidentielle, c'est un petit peu la base. Alors, avant que vous nous quittiez, j'espère le plus tard possible, parce qu'on vous aime bien à Avranches. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous remets un petit cadre brodé, comme ça, dans votre future sous-préfecture ou préfecture, vous jetterez un petit coup d'œil là, et là-dessus, vous direz « Ah, tiens, c'est Avranches ». Voilà, c'est avec grand plaisir. Merci cher Christian Vielle et Monsieur le Président. Alors, je vais vous faire une confidence, je crois que le Président de la République a une nomination plus importante que celle du sous-préfet d'Avranches dont il doit s'occuper actuellement. Hein? Donc il y a encore quelques semaines, en tout cas je suis très bien ici et je serai toujours très heureux d'être parmi vous. En tout cas merci beaucoup pour ce cadeau qui ornera mon bureau tout au long des affectations. Merci encore Christian. Bien, mais à présent, après ces prises de parole, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Voilà, merci encore de votre présence. Et très bon huile.